Comment effectuer la mise en page pour le travail ES5, l'évaluation sommative 5, la suite des maîtres? Bon, donc à ce moment-ci, vous devriez avoir complété votre dessin dans AutoCAD, là. Donc, la mise en page, c'est-à-dire la gestion de case sous fond de plan unique a été faite. Bref, on est rendu à faire les annotations, les cotes, remplir le cartouche, faire la mise en page, etc. Donc, je vais fonctionner là, en prenant un bon travail d'une étudiante en 2022. On va repasser la correction, en fait, que j'ai faite avec cette étudiante-là, donc Audrey Laplante, en l'occurrence. Bon, premièrement, l'ordre de présentation. Donc, si j'ai mis une petite note, là, le plan d'aménagement devrait être présenté en premier, voire référentiel. Donc, elle a commencé par mettre le plan de démolition, le plan de construction, le plan d'aménagement et ensuite l'ébénisterie. En cas de doute, il faut toujours aller vérifier le référentiel. Et donc, vous voyez ici, il y a l'ordre de présentation des pages. Plan d'aménagement devrait venir en premier avant le plan de démolition, qui devrait venir avant le plan de construction. Et si on descend dans la liste, vous voyez, dessin d'ébénisterie. Donc, l'ordre, ça devrait être aménagement, attendez un petit peu là. Aménagement, ensuite démolition, ensuite construction et ensuite les documents d'ébénisterie. Donc, deuxième chose, on va regarder le cartouche. Donc, comment remplir le cartouche. Vous êtes familier avec ça. Une erreur qui revient souvent, c'est la suivante. L'étudiant met mon nom comme vérificateur. Donc, moi, je suis le professeur, je corrige votre travail, mais je ne vérifie pas. Ça, c'est ici ce qui devrait être écrit, c'est le nom de votre équipier qui valide votre travail. Donc, moi, je ne vérifie pas ce que vous faites, je corrige. Donc, ici, ça devrait être soit votre propre nom si vous êtes tout seul, ou vos initiales, ça n'est pas obligé d'être le nom complet, ou celui d'un de vos collègues, de votre collègue ou d'un de vos collègues. Donc, sinon, ça va bien, hein, le cartouche est bien rempli. Les échelles, il n'y a pas de problème. L'échelle correspond à l'échelle en dessous du dessin. Et ici, vous voyez, on a une page avec plusieurs échelles différentes. Il y a 3 échelles différentes ici, donc il n'y a rien d'écrit ici. Bon, en fait, on aurait pu écrire quelque chose là, pour pas que ça ait l'air d'être un oubli. On aurait pu écrire indiquer. Indiquer. Bon. Donc, ça, c'est la bonne façon de faire. Ça dit que c'est pas un oubli puis que c'est indiqué tout simplement. Bon. Donc, ça ressemble à ça. Bon, pour qu'on fasse du millage ici sur le cartouche, ici, c'est la date normalement du début du projet et ça ne change jamais. Et ensuite, si on a des remises, ben ça va ici, les remises. Donc, ça, on va regarder ça plutôt en 3e année, là, comment bien remplir le cartouche. Donc, maintenant, je vais repasser chacun des plans un par un pour compléter la notation, la mise en page, etc. Donc, le plan de démolition qui vient en premier ici, qui devrait venir en 2e, mais on va quand même suivre l'ordre des pages qui a été proposé par l'étudiante, là, pour éviter de s'en mêler. Bon, premièrement, dans notre énoncé, je demande que les éléments à démolir apparaissent en grisé pâli. Donc, ce n'est pas le cas ici. On voit que bon, peut-être un petit peu, peut-être une petite affaire, là, mais ça paraît pas assez. Donc, comment aller faire pour mettre ces éléments-là en grisé pâli seulement dans le plan de démolition? Donc là, je vais aller dans le fichier AutoCAD pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, c'est important, il faut vraiment aller dans notre présentation, donc dans notre onglet. Ici, dans ce cas-ci, c'est le plan de démolition et il faut entrer à l'intérieur de la fenêtre. C'est un petit peu comme geler des calques en présentation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je gèle un calque juste dans cette présentation-là, quand je vais venir sur mon dessin général, le calque va encore apparaître. Donc ici, on va aller mettre une transparence à nos éléments démolis dans notre présentation, mais si je reviens dans mon espace objet, la transparence ne sera pas appliquée. Donc c'est assez simple à faire. Il faut juste savoir comment. Donc, je vais ouvrir mes tableaux de calque ici. Donc, s'il n'est pas ouvert, si je me rappelle bien, c'est PL. Oups, attendez un petit peu, je vais sortir d'ici. Bon, admettons qu'il est fermé. PL. Enter. Et là, ça ouvre vos calques. Donc, si votre boîte de dialogue des calques est fermée,
vous tapez PL, Enter au clavier et ça devrait s'ouvrir. Donc, je vais verrouiller la fenêtre pour pas qu'elle s'éteigne tout le temps pendant que j'essaie de travailler. Et là, on va aller appliquer une transparence à nos éléments démolis. Donc ici, quels éléments sont démolis? Bien, je vais regarder ici, on a de la plomberie, D fixe plomberie. Donc, je vais aller chercher, vous voyez, D fixe plomberie ici. Je sélectionne ma ligne. Et là, vous avez, vous voyez, transparence et transparence de la fenêtre. Donc, si je mets une transparence au calque dans la colonne transparence, ça va apparaître en transparence partout. Si je mets transparence de la fenêtre, ça va apparaître transparent juste dans la fenêtre. Donc, je vais mettre ici une transparence de 70% de ma boîte de dialogue. Ah, ma boîte de dialogue était sur mon autre écran. Donc, ici, je vais mettre 70%. Donc, ça devrait le faire, là. 70%. Là, il ne faut pas en oublier. Donc, ça, c'était plomberie aussi. Ici, on a des fix mob. Des fix mob. 70. Évidemment, mes cloisons. Des intérieurs murs. Des intérieurs murs, je vais aller y mettre un 70%. Et là, on ne le mettra pas. Il faut faire attention, ce n'est pas systématiquement toutes les cales qui commencent par D parce que les cotes, on ne veut pas qu'elles soient en transparence. On veut juste les éléments qui sont dessinés. Donc ici, on a D intérieur porte. D intérieur porte. Est-ce que j'en oublie? Donc j'ai mis mes murs, ma plomberie. Ah, j'ai des appareils ici, les appareils de chauffage. D intérieur équipement. D intérieur équipement à 70%. Au pire, quand on fera notre aperçu, si on se rend compte qu'il y a des éléments qui ont été oubliés, on reviendra en arrière pour les mettre en transparent. Donc, les notes et les cotes, on ne veut pas qu'ils soient en transparent. Donc là, je peux fermer ma boîte de dialogue des calques ici. Et si je fais un aperçu, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que les éléments ne sont pas en transparence. Donc, pourquoi? Il y a une dernière étape à faire. Donc, on va cliquer droit sur notre onglet démolition. On va s'en aller dans le gestionnaire de mise en page. Je fais modifier. Et dans mon gestionnaire de mise en page, c'est ici qu'on va choisir quand on va faire nos impressions. On a les options du tracé ici, vous voyez, à droite. Et là, il y a une case qui n'est pas cochée de base qui s'appelle transparence du tracé. Donc, c'est ici qu'on va dire, je veux que les éléments qui ont été mis en transparence s'expriment en transparence. Donc là, on va faire un aperçu. Et vous voyez, tous les éléments que vous avez mis sur le calque en transparence apparaissent en grisé pâli. Sauf les cotes et les notes. Donc, ça, on ne veut pas que ça soit en grisé pâli, hein, sinon l'entrepreneur ne pourra pas lire les documents. Donc, il y a ici, j'ai oublié un petit calque, ici. Donc, celui-là devrait être... Je devrais retourner, je ne le ferai pas là, pour ne pas faire durer la capsule indéfiniment. Donc, celui-là devrait être mis en transparence aussi. Donc, la raison pour laquelle on est en pointillé et en transparence, c'est que quand on a un petit bout... Vous voyez, comme ici, un petit bout de rien. Lui, il n'apparaîtra pas. Le pointillé, ça ne s'exprimera pas parce qu'il n'y a pas assez de longueur de ligne. Mais le fait qu'il est en transparence, ça va permettre de le repérer facilement au visuel pour une personne qui va consulter les plans. Donc, voilà comment mettre une transparence. Donc, je vais faire OK ici, fermer. Et donc, voilà comment faire une transparence pour la démolition. Maintenant, les cotes, les notes, les légendes de démolition. Donc ici, si on commence par les codes, ça prend des codes pour démolir. Hein. Il y a plusieurs personnes qui vont dire ça ne sert à rien, c'est de la démolition, donc pourquoi est-ce qu'on code quelque chose qu'on va démolir? Eh bien, c'est pour que l'entrepreneur puisse calculer l'envergure de la démolition. Donc, dépendamment de la longueur des cloisons qu'il y a à démolir, ça va coûter plus ou moins cher. Ça va lui permettre aussi d'évaluer le volume de déchets qu'il va produire parce qu'il faut qu'il se débarrasse de ces déchets-là. Donc, il faut mettre des cotes. Bon, donc ici, vous voyez un petit bout de mur à démolir. Je le mets au complet, hein, parce que quand on a une porte, le trou n'est pas pleine hauteur. Hein, donc, la cloison est continue. Il y a une partie au-dessus de la porte. Donc, on ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis. Hein, on met la cote au complet. Donc, ça lui donne 4,5 pieds ici de cloison à démolir. Bon, ici, l'étudiante a mis un petit peu de démolition là aussi. Là, donc, c'est pas très important ce bout-là. Ici, bon, l'étudiante a laissé un petit bout. C'est effectivement, elle a raison. Si on soustrait ce qu'il y a à construire et ce qu'il y a à démolir, il y a ce petit bout-là d'existant qu'on pourrait garder. Mais dans les faits, on ne sera jamais capable de garder
ce petit bout-là, l'entrepreneur, il ne sera pas capable. Fait que là, ce qu'il faudrait faire, là, c'est... Il aurait fallu tout simplement mettre la cote ici, totale. 11 pieds de cloison à démolir. Ce petit bout-là va sauter, qu'on le veuille ou non. Autre chose, je vais aller sur le plan, sur le PDF, parce que je me suis pris plein de notes. Hein, c'est là qu'il y a ma correction. Donc, vous voyez ici, on devrait avoir une seule cote. Ce petit bout-là ne tiendra pas. Bon, ici, on met au complet, hein, parce qu'encore une fois, il y a un petit bout de cloison ici qui a été coté. Mais ici, au-dessus de la porte, il y a quelque chose, il y a une tête au-dessus de la porte. Donc, on met la cote ici. Plutôt que mettre le petit bout comme ça, là, ça... Donc ça, c'est trop précis. Problème que je note ici, vous voyez, les cotes ne sont pas alignées, donc c'est difficile. Hein? Il y a une cote ici, il va en avoir une autre ici, il va en avoir une autre ici. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de toujours aligner nos cotes, de les avoir idéalement sur une seule ligne. Des fois, c'est pas possible, on peut avoir 2 lignes, mais on essaie de ne pas avoir de multiples cotes horizontales. On essaie de trouver nos alignements. Là. Ici, là, vous voyez, j'ai l'impression que l'étudiante, on aurait pu enlever cette cote-là, l'envoyer en bas, puis on aurait pu attendez un petit peu, avoir une cote horizontale là, qui traverse à peu près ici et qui sert à coter autant ces éléments-là que ces éléments-là. Celle-là ici aurait sa cote, de toute façon. À la verticale, même chose. Vous voyez ici, on a une cote verticale qui se rend jusqu'à la cloison. Puis j'essaierai d'aligner tout ça ici pour avoir le plus de cotes alignées possible. Donc, il manque quelques cotes, mais pas tant que ça. Ici, important, le fini de plancher à démolir. C'est du fini de plancher à démolir. Ça aurait pu être une note. L'étudiante a décidé de mettre une note spécifique. On aurait pu mettre une note générale de démolition. Ici, la note numéro 4, mettons. Bon, j'ai mis la note 3, démolir du mobilier fixe. Donc, c'est important de le mentionner. Tous les appareils de chauffage. Hein. Ici, note 1, appareil de chauffage. Donc, si on se demande c'est quoi, on l'a ici. Retirer tous les sanitaires. Bon, ça, ici, il n'y a pas de note sur les sanitaires, mais on comprend que c'est tout ce qui est lavabo, bain, etc. Démolir les mobiliers fixes ici. Bon, ici, une note spécifique, mais ça aurait pu être une note générale 4. Il faut donner la dimension. Donc, ici, 7 pieds. Puis ici, on a la cote totale qui nous donnerait les dimensions approximatives du fini de plancher à démolir. Donc, sinon, on a ce qu'il faut pour démolir les cloisons. Donc, s'il y a un petit bout de cloison, vous voyez, l'étudiante a oublié, elle a fait comme si c'était juste ça la cloison, mais il y a un bout de cloison au-dessus de la porte, on le met au complet. Puis après ça, l'entrepreneur est capable de compter ses portes à démolir. Là. Il est capable de calculer son envergure. Donc, ici, pour ce qui est des annotations et des cotes, c'est complet. Légende de démolition, donc, vous voyez, les murs existants à conserver sont pochés en gris foncé. Murs à démolir sont pointillés. Porte à démolir en pointillé. Une porte avec un angle droit comme ça, un oblique, pas de bulle, c'est-à-dire pas la bulle. Ça veut dire existant, conservé. Donc, vous voyez la porte ici, elle n'est pas en pointillé, c'est une porte qui est existante, elle est conservée comme ça. Ici, en oblique, c'est existant à démolir. On pourrait relocaliser aussi, on pourrait mettre une note, dire cette porte-là, elle est à enlever, mais délicatement pour pouvoir la relocaliser ailleurs. Donc, on peut faire ça aussi. Donc, ça complète pas mal pour le plan de démolition. Plan de construction maintenant. Donc, si on regarde la légende, donc, on a encore le mur extérieur existant conservé, mur intérieur existant conservé, qui sont pochés et qui sont distingués des murs à construire par 2 lignes qui sont vides. Donc là, en un seul coup d'œil sur le visuel, on voit rapidement, l'entrepreneur voit rapidement ce qui est à construire versus ce qui est existant. Vous voyez les portes, hein? Cette porte-là en oblique, elle est existante conservée. La porte avec une bulle, c'est une porte qui est à construire. Bon, ici, je viens de voir une erreur. Il manque la largeur de la porte. Donc, à l'intérieur de nos portes, on a une petite bulle qui indique la largeur de cette porte-là. Donc, ici, largeur de la porte indiquée. Ici, la largeur de la porte qui est indiquée. Ici, ici. Ici, j'ai biffé la porte. Ce n'est pas une porte, c'est juste une ouverture dans le mur. Donc, on ne cote pas le centre, hein, on cote vraiment la bulle comme ça. Donc voilà, la légende est complète. Ici, note de construction. Sauf indication contraire, les nouvelles portes sont à installer à 4 pieds, c'est pas 4 pieds, c'est bien 4 pouces, du mur adjacent. Donc ça nous évite de coter la largeur de la porte. Hein. Vous voyez, on n'a pas besoin de coter le centre de la porte ici parce qu'on a dit à l'entrepreneur,
on a une porte de 30 pouces, puis toutes les portes doivent être à 4 pouces. Fait que l'entrepreneur, il comprend qu'ici, ici, il y a 4 pouces. On n'a pas besoin d'y indiquer parce qu'on y a dit sauf indication contraire, 4 pouces. Bon, ici, on lui a donné une cote, donc par rapport à ce qui est existant. Ici, l'entrepreneur, ce qu'il va comprendre, c'est qu'il va centrer cette porte-là. Donc, normalement, il voit au visuel, là, il ne va pas essayer de mettre 4 pouces ici. Et c'est tout pour les portes. Donc, la largeur est indiquée. Pour les cotes. Donc là, c'est important, encore une fois, il faut y aller le plus aligné possible. Ici, les drains des appareils de plomberie sont cotés à la face du mur extérieur jusqu'au centre du drain. Ici, il me manque une cote. Donc, vous voyez, on a toutes les cotes pour aller positionner les objets, mais on n'a pas la plus importante qui est celle qui va nous guider par rapport au mur. Donc, il faut guider par rapport à l'existant. Il faut mentionner à l'entrepreneur, par rapport à l'existant, le drain va arriver là. Centre de la toilette, donc du drain de la toilette. Centre des drains de lavabo. Et centre de la cloison, très important. On code de la face d'un mur existant au centre des éléments nouveaux. Ici, on a un bel alignement pour la salle de bain, ça fonctionne bien. Pour les cotes verticales, on va terminer les cotes horizontales. Donc, cote horizontale ici. J'ai un autre alignement de cote horizontale. Et donc là, vous voyez, j'ai dit à l'étudiante, aligne ça. Donc, on va l'aligner ici pour tout avoir dans le même alignement. Cette cote-là n'est pas utile parce que l'entrepreneur va s'aligner sur la cloison existante, donc pas besoin d'y mettre de cote. Donc, on a besoin de positionner le centre de cette cloison-là. Ici, on n'a pas besoin. Et ici, le centre de cette cloison. On l'a ici. À la verticale maintenant, face du mur extérieur, au centre de la cloison ici. Pas besoin de positionner la porte. Vous vous rappelez, on a donné la largeur de la porte, puis on a mis une note qui dit à 4 pouces. Fait qu'on n'a pas besoin de la positionner, cette porte-là. Au centre de la cloison ici. La longueur du petit bout de cloison à construire. Le centre de la cloison-là, qui avait été oublié dans le travail de l'étudiant. Et la longueur du petit bout. Vous voyez, j'ai réuni ces cotes-là pour avoir un alignement complet ici. Et là, pour ce qui est de la largeur ici, il y a un petit décalage parce qu'il n'y a comme pas moyen de le faire autrement. Bon, peut-être qu'on aurait pu, attendez un petit peu, peut-être qu'on aurait pu faire un alignement total ici. De cette manière-là, ça aurait peut-être fonctionné. Oui, je pense que oui. On aurait mis une cote ici, une cote là, une cote là. Bon, ça fonctionnerait. Ici, il y aurait moyen de relier, mais c'est pas trop grave. On est quand même bien aligné de cette manière-là. Est-ce que j'oublie quelque chose? Bon, en archi, vous allez apprendre à faire un tableau de porte, un tableau de cloison type, c'est-à-dire le plan de construction-démolition du projet résidentiel complexe à la fin de la session. Donc, tout simplement, on détermine les types de cloisons qu'on a. Puis on leur donne chacun un numéro. Donc dans ce cas-ci, on peut regarder rapidement, là, mais ici, ça serait une cloison ordinaire, 2x4 avec un gypse ordinaire de chaque côté. Et côté salle de bain, on aurait ici une cloison gypse ordinaire avec gypse résistant à l'humidité. Dans un appareil où est-ce qu'il y a de l'eau, ça serait carrément un fibrociment. Ici, c'est une douche, là, ça serait fibrociment. Donc ici, on aurait un type de cloison, un autre type de cloison, un autre type ici qui est le même ici. Donc ici, cloison gypse ordinaire à l'extérieur, gypse résistant à l'humidité. Donc vous allez voir ça, on donne un numéro pour chacun. On peut s'en sauver pour la cloison la plus commune, c'est-à-dire gypse ordinaire des deux côtés, 2x4 avec gypse ordinaire d'un côté. On peut dire, sauf indication contraire, toutes les cloisons sont gypse 2x4 avec un gypse ordinaire. Puis là, le M1, ça va être résistant à l'humidité ou fibrociment. Donc, vous allez voir ça en architecture. Ici, on n'a pas besoin d'indiquer ces cloisons-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? On a notre tableau défini ici qui a été généré par la méthode d'extraction de données. Donc, on a rentré la superficie avec un champ dans le bloc et ensuite on a extrait les données et on a un fichier DXE qui est généré à partir de ça. On va regarder plus tard comment générer les fichiers de sortie avant la remise. Donc, le plan de construction est complété. Le plan d'aménagement, donc ça vous êtes habitué de le faire. Sur un plan d'aménagement, vous voyez, toutes les cloisons sont pochées indiscernement. Pourquoi? Parce que là, on veut focusser sur l'aménagement. C'est plus facile pour les clients de lire un plan où est-ce que toutes les cloisons sont pochées. C'est plus facile au visuel de lire le plan de cette manière-là. Donc, dans un plan d'aménagement, on poche
toutes les cloisons. Ensuite de ça, on met l'aménagement avec les mobiliers fixes et les mobiliers mobiles. Donc, les mobiliers mobiles apparaissent là, par rapport au plan de construction. Et ici, on va référencer notre mobilier. Donc, on va mettre cette bulle-là ici. Donc, on peut aller voir comment cette bulle-là est faite sur mon plan d'aménagement. Donc, nmob text ici. nmob text aussi, on a mis une boîte, on a fait un rectangle, on a arrondi les coins. Hein? Donc, si je me fais un rectangle, là, oups, il est sur un calque non imprimable. On va se remettre sur le calque 0. Donc, l'étudiante a fait une boîte tout simplement. On est allé appliquer un pointillé, donc cache 2. Et en faisant raccord, attendez, raccord, vous vous rappelez qu'on peut ajuster un rayon ici. Donc, bon, vous voyez, le rayon de base, c'est celui que l'étudiante a utilisé. C'est 3 pouces de rayon. Donc, si on veut faire une boîte avec les arrondis, on va se spécifier un rayon. Et vous voyez ici, quand je vais sélectionner tout simplement, le rayon va se faire. Donc, c'est comme ça qu'on fait la boîte arrondie. C'est pas plus compliqué que ça. Pardon. Je vais retourner dans mon PDF ici. Donc, bulle de référencement qui nous mène à un détail. Donc, le détail, c'est le premier chiffre en haut. Ici, c'est le numéro de notre détail. C'est le premier détail, c'est le plan agrandi du mobilier. La page d'origine, c'est la page 3. Vous voyez, on est à la page 3. Et la page où se trouve le détail, c'est à la page 4 qu'on va regarder dans un instant. Donc, sinon, liste du mobilier. On met des numéros sur les différents éléments et on se fait une légende comme ça. Bon, ça, c'est la note qui dit que le plan d'aménagement aurait dû être présenté en premier. Dernière page, donc on s'en va à la page 4, ici. Et on a notre mobilier, nos plans d'ébénisterie. Donc, l'étudiant a oublié de pocher le mur ici. Hein, c'est un mur poché, c'est un mur existant conservé, donc il doit être poché. Et là, on va retrouver 1, 3, 4. Donc, 1, 3, 4. Vous voyez ici, plan agrandi 1, 3, 4. C'est mon plan agrandi à l'échelle 1,5. Ici, on a une référence à l'élévation. Donc, 2, 4, 4. Hein? C'est le détail 2. On ne peut pas utiliser 2 fois le même numéro de détail. Donc, mon élévation, c'est 2. La page d'origine, c'est 4. Et la page de destination, c'est 4. C'est sur cette page-là, ici. C'est ce que ça dit. Donc, ici, on s'en va. 2, 4, 4. Ici, c'est l'élévation qui est reliée à cette bulle-là. Sur l'élévation, on a une coupe. La coupe, c'est le troisième dessin. 3, 4, 4. Donc, détail numéro 3, origine, page 4, destination, page 4. On l'a ici, 3, 4, 4. Et on a un dernier détail, un quatrième détail, 4, 4, 4. C'est le détail du nez, ici, qui est ici. Détail. Probablement qu'il aurait fallu spécifier le détail du nez. Détail nez. Bon. Donc, premièrement, pour les cotations, hein, très important, en architecture, on cote en pieds-pouces. Donc, on s'adresse à un entrepreneur général, il travaille en pieds-pouces. En ébénisterie, l'ébéniste, lui, travaille avec des pouces seulement. Donc, vous avez hein, dans votre AutoCAD, les codes, vous faites choisir Impérial Architecture ou Impérial Ébénisterie. Donc, ébénisterie, il va coter en pouces seulement et architecture, il va coter en pieds-pouces. Donc, c'est important de sélectionner le bon élément. C'est une erreur qu'on voit très fréquemment là, quand on corrige les dessins d'ébénisterie. La cotation. Donc là, on va essayer d'éviter les répétitions. Faut essayer de ne pas revoir 2 fois la même cote. Hein. Fait que là, ici, vous voyez, j'ai 66, ici c'est 5,8, 22, 22, 22. À l'œil, ça ne fonctionne pas. Hein, vous voyez, si j'additionne mes cotes, il y a un 22 et un 8. Donc 22 plus 22 plus 22, ça fait 66 et un 8, mais ici j'ai 5,8. Hein, donc il y a une contradiction à quelque part, là, quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la première chose. On essaie de ne pas répéter les cotes. Donc on doit avoir toutes les cotes, il ne doit en manquer aucune, mais il ne doit pas avoir 2 répétitions. C'est ça, c'est le problème lorsqu'on a une répétition. Vous voyez, on risque de faire des erreurs. Ça ne balance pas. Arrondir les cotes. Donc ça, c'est quelque chose
qui est tannant un peu. Là, c'est trop précis. Les 1,8, là, c'est trop précis. On devrait éliminer ça du référentiel, mais on devrait coter en arrondissant maximum au 1/4. Donc, comment est-ce qu'on change ça? C'est assez simple, là, vous voyez. Je m'en vais dans mon AutoCAD. Ici, je sélectionne ma cote et je m'en vais dans mes propriétés. Et dans mes propriétés, vous voyez, unité principale, j'ai la précision ici. Donc, je peux l'ajuster comme je veux, au quart, comme ça. Puis là, une fois que c'est fait, est-ce que ça va fonctionner? Correspondre propriété. Correspondre, vous voyez. Correspondre, le 22, il l'arrondit. Bon, ici, on a des 33 et un 8. On revient à 33. Hein, on ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis. Comme ceci, comme ceci. Bon. Donc ça, c'est l'autre chose. On arrondit les cotes. Puis c'est valable aussi pour, les plans de construction. Est-ce qu'il y en a des cotes trop précises? Ça me semble correct ici. Il n'y a pas de cote trop précise pour rien. Bon, qu'est-ce qui manquait dans le dessin? Il manquait le pochage ici. Il manquait le symbole pour un élément haut. Hein, donc ça, c'est un meuble plein hauteur. Donc ça prend les espèces de rainures ici pour l'indiquer. L'étudiante est la seule de mon groupe qui a pensé, voyez, 1 sur 21, qui a pensé à mettre ses symboles d'ouverture. Donc les symboles ici, symbole de tiroir, symbole d'ouverture qui montre comment ouvrir ces meubles-là. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Autre chose pour la cotation. Vous voyez, quand c'est égal comme ça, on peut écrire égal, égal. C'est pas 11 ici, là, c'est le symbole égal sur le côté. Puis même chose ici, hein, quand on l'arrondit, vous voyez, c'est devenu 33. Puis 33, ça donne 66. Donc, il y a un petit problème ici. Là. Je pense qu'en fait, c'est que l'étudiante a coté le nez ici. Puis ici, il n'y a pas de nez. Ah, c'est ça. Donc, c'est là qu'il y a l'erreur. Ben, en fait, c'est pas vraiment une erreur. Là. Ici, ça cote le comptoir. Puis ici, l'armoire haute n'est pas tout à fait de la même dimension. Donc, bref, peu importe. 66 ici. On peut mettre égal, égal. Donc, je vais aller chercher mon dessin ici. Donc, plutôt que de mettre des chiffres comme ça, on va mettre égal, égal. Donc, comment est-ce qu'on change ça? On s'en va dans AutoCAD. On sélectionne notre cote ici. Et encore une fois, dans nos propriétés, on peut remplacer le texte. Donc là, vous voyez, je mets le symbole égal. Comme ceci. Ici, même chose. Égal. Là, je vous sers une mise en garde ici. On ne change pas les textes. On peut changer pour quelque chose qu'on est sûr que... comment je pourrais dire? On change pour un symbole, mais on ne force jamais une cote. Bon, vous voyez, si je reviens, j'avais 33, et ici j'avais 33, je vais aller changer la précision. Là. Je vais remettre la précision à 1,8, comme tantôt. Donc je vous disais, bon, 1,8 c'est trop précis. Fait que là, il faut éviter d'aller passer par-dessus le texte, puis dire... Ah ben 1,8 c'est trop précis, je vais écrire 33 pouces comme ça, tiens. Je ne me rappelle plus comment changer la précision. Donc là, la cote, elle a l'air bonne, mais vous voyez qu'est-ce qui arrive si je tire ici? Elle reste à 33. Vous avez écrasé votre cote et puis là, la cote, elle écrit juste 33. Donc, qu'est-ce qui arrive là? C'est que si à un moment donné, vous changez, hein, vous décidez de mettre 3 rangées de tiroirs ici, puis là, vous oubliez que votre cote a été forcée, bien, votre cote est fausse. Et là, ça va causer des erreurs. Donc, c'est interdit d'aller modifier une cote pour mettre un chiffre bidon dedans parce que c'est vraiment quelque chose de très grave. Là, vous allez faire une erreur coûteuse à un moment donné si vous faites ça. Donc, le seul moment où est-ce qu'on peut modifier le texte d'une cote en remplaçant le texte, c'est quand on met un symbole qu'on est sûr là, qui va pas être confondu avec du texte. Donc, ici, 33. Bon, il y a certains professeurs, là, pour l'autre, donc on écrit égal, égal, ou on pourrait écrire aussi EQ point pour équivalent. Donc, des fois, vous allez voir un ou l'autre. Donc, on met les deux. Hein. Si on écrit EQ, on écrit EQ aux deux endroits. Puis si on met égal aux deux endroits. Donc, ça, c'est deux choses que vous allez voir. Ça veut dire que peu importe c'est quoi la dimension de ce comptoir-là, c'est égal. Bon. Est-ce qu'il manque la cote de la lingerie ici? Non, elle est indiquée ici.
Les hauteurs sont indiquées. Vous voyez, on ne répète pas l'information ici. Donc, ça me semble bien. Il ne me semble pas avoir de répétition. Il manque une cote ici. La hauteur du meuble par rapport au sol. Il manque la hauteur de la lingerie ici. Hein. Donc, vous voyez, la hauteur de cette partie-là n'a pas été indiquée nulle part. Donc, elle doit être indiquée. Il manque cette hauteur-là ici. Bon, sinon, je pense que c'est bien beau. Comment faire la référence du nez ici? Bon, donc l'étudiante... Donc, on peut regarder sa mise en page. Hein. Donc, il y a une fenêtre de présentation pour l'échelle 1 demi-pouce égale 1 pied. Une deuxième fenêtre de présentation ici. Pour... on aurait pu la rapetisser. Hein, une deuxième fenêtre de présentation ici pour la coupe, qui est à l'échelle 3/4. Et une troisième fenêtre pour le nez. Bon, là, ici, ça bug un peu. J'avais souligné à l'étudiante, là, vous voyez, elle a mis une boîte, mais dans la boîte ici, ça dépasse un petit peu, donc c'est un petit peu étrange. Là. En fait, ce qui se passe, c'est que dans sa fenêtre de présentation, on voit son symbole de référencement ici. Fait que ce que j'aurais tendance à faire, là, tout simplement, c'est d'éteindre cette espèce de pointillé-là juste dans ma fenêtre de présentation ici. Donc, vous voyez, il continue à apparaître ici, mais il n'apparaît plus ici. Et puis là, ben, si je fais un aperçu, donc c'est plus beau comme ça, je trouve. Il manquerait juste des petites lignes de brisure ici. Donc, on indique à l'ébéniste que ce nez-là, comment est-ce qu'on veut qu'il soit fait. Ben voilà, l'épaisseur, 1 pouce et quart, puis le débord de 3/4, comme ceci. Oups, il me manque mon titre. Est-ce que j'ai fait une gaffe? Est-ce que j'ai fait une gaffe? Ah, ben oui, c'est mon titre. En rapetissant ma boîte, j'ai fait disparaître le titre ici. Donc, c'est pour ça que l'étudiante a mis une plus grosse boîte. Bon, probablement qu'il devrait plus apparaître, le titre devrait plus apparaître sur le détail ici, mais on voit pourquoi l'étudiante l'a fait comme ça. Oui, oui. Donc, sinon, on voit le détail. Donc, bref, dans ce cas-ci, on aurait pu tout simplement écrire sur la page de présentation en dessous. Mais bon, ça fonctionne ici, on le voit bien. Là. Il est inséré dans la boîte de la coupe du mobilier. Donc, voilà comment effectuer la mise en page et cote, annotation, légende et référencement des symboles architecturaux pour le travail de la suite des maîtres.